La sagesse ne réside pas dans ce que l'on tient fermement, mais dans ce que l'on sait libérer au bon moment. Bienvenue dans une aventure tissée de mystères, d'astuces divines et de révélations éternelles. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur d'un récit vieux comme le vent, celui d'Anansi, le dieu araignée, l'un des plus grands filous des traditions de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi un messager, un passeur de savoir entre les dieux et les hommes. Avant de plonger dans les profondeurs de cette histoire, prenons un instant ensemble. Si vous aimez les légendes qui défient le ciel, les récits où la ruse triomphe du pouvoir, alors abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, laissez un « j'aime » pour soutenir cette quête de contes et activez la cloche pour ne jamais manquer les fils invisibles du récit que je vais tisser pour vous. Ce que vous allez entendre est plus qu'un conte. C'est une légende vivante, transmise de bouche à oreille, enracinée dans les forêts d'anciennes cités, portée par les vents jusqu'au rivage du Nouveau Monde. Certains l'appellent Anansi, d'autres Anans, Anansewa ou encore Nanzi. Mais sa toile s'étend bien au-delà des noms. Celui qui croit que la force gouverne le monde n'a jamais rencontré la ruse d'une araignée. La nuit s'étendait sur la savane comme un immense voile de velours noir. Les étoiles, en silence, semblaient tissées dans le ciel par une main invisible. Les anciens racontent qu'en ces temps-là, les histoires, la sagesse et même la connaissance du monde n'appartenaient pas encore aux hommes. Elles étaient gardées jalousement par Niam, le grand dieu du ciel, le tout-puissant créateur. Sous son trône de nuages, il enfermait dans des jarres d'or les récits de la création, les chants de la mémoire et les secrets de la vie. Les hommes, eux, vivaient sans légende, sans proverbes, sans contes pour guider leurs enfants. Ils erraient dans un monde muet, sans morale, sans imagination. Et parmi eux, dans les ombres de la forêt, un petit être observait, écoutait, méditait. Il s'appelait Anansi. Certains disent qu'il avait l'apparence d'une araignée géante, d'autres qu'il pouvait prendre forme humaine à sa guise. Mais tous s'accordent sur une chose. Son esprit brillait plus que 1000 soleils. Curieux, audacieux, moqueur et surtout rusé, Anansi n'avait peur de rien. Il savait que la ruse pouvait vaincre la force et que la parole pouvait ébranler même les dieux. Les anciens prêtres achantis racontent que, dans ces âges primordiaux, la sagesse et la connaissance étaient un privilège divin. Niam, dieu du ciel, ne voulait pas que les hommes connaissent les vérités du monde. Il disait « Les hommes sont des enfants turbulents. Donnez-leur la connaissance et ils voudront défier les dieux. » Mais Anansi, lui, ne voyait pas les choses ainsi. Depuis son repère, il observait les humains se battre, souffrir, sans comprendre le sens de leur existence. Chaque nuit, il tissait sa toile entre les arbres, et chaque matin, il rêvait de tisser un autre fil, celui entre les hommes et le savoir des dieux. Et un jour, las de voir les humains vivre sans histoire, il prit une décision insensée, monter jusqu'au ciel pour négocier directement avec Niam. Ce jour-là, le vent se leva, portant avec lui la rumeur d'un acte impossible. Une araignée grimpa le long du grand baobab sacré, tissant fil après fil, jusqu'à ce que sa toile atteigne les nuages. Chaque fil vibrait au rythme de son ambition, car Anansi n'allait pas seulement mendier une faveur, il allait marchander avec Dieu. Quand il arriva enfin aux portes du ciel, les gardiens célestes, des esprits de lumière, éclatèrent de rire. « Une araignée? Ici? Que veux-tu, petit être ?» Anansi leva la tête et répondit calmement « Je viens réclamer les histoires, les contes, la sagesse du monde pour les donner aux hommes. » Les rires cessèrent. Un murmure traversa le royaume du ciel. Un simple être de la terre osait demander ce que même les dieux redoutèrent de partager. Niam, assis sur son trône d'or, regarda l'araignée avec un mélange de curiosité et d'amusement. Sa voix résonna comme un tonnerre lointain. « Petit Anansi, tu veux donc posséder mes histoires? Tu veux la sagesse que même les esprits ne comprennent pas ?» Anansi répondit sans trembler. « Pas pour moi, grand Niam. Pour les hommes, ils ont besoin de savoir. Sans histoire, leurs âmes se dessèchent. » Le dieu éclata de rire.
Très bien, dit-il. Si tu veux les histoires, tu devras payer le prix. Il lui donna 3 épreuves impossibles. Apporte-moi. 1. Onini le python, le plus long serpent du monde. 2. Osebo le léopard, le chasseur invincible. 3. Les fées invisibles, les plus rusées de mes esprits. Si tu parviens à me livrer ces 3 êtres, alors je te donnerai les histoires. Puis il ajouta, avec ironie, « Mais si tu échoues, petite araignée, je ferai de ta toile un filet pour les orages et plus jamais tu ne goûteras à la lumière. » Les anges rirent, les vents mugirent, et Anansi, sans peur, répondit simplement « Prépare-toi donc à raconter mes histoires, Niamey, car je reviendrai avec tes épreuves. » En redescendant vers la terre, Anansi sentit le vent se calmer. Chaque fil de sa toile vibrait d'un pouvoir nouveau. La mission était folle, mais son esprit était plus affûté que jamais. Il savait que ni la force, ni la magie brute ne l'aideraient, seule la ruse pouvait vaincre ces créatures. Ce soir-là, dans la forêt d'Aqua, il rassembla les esprits des ancêtres et dit « Les dieux veulent nous garder dans l'ignorance. Mais je vais leur prouver que la sagesse ne vient pas d'en haut, elle naît dans les cœurs qui osent. » Et ainsi commença la première grande quête d'Anansi, celle d'un être minuscule face à l'univers. Mais chaque pas qu'il faisait, chaque toile qu'il tissait, rapprochait l'humanité d'un trésor que même les dieux avaient voulu cacher. Dans la culture Ashanti du Ghana, ce moment représente plus qu'une simple ruse. C'est la rébellion sacrée du savoir contre le silence. Anansi devient ici le symbole de la résistance intellectuelle, de la curiosité face à l'autorité divine et du pouvoir de la parole. Ce n'est pas un hasard si plus tard, dans les cultures afro-caribéennes, on le retrouvera sous les traits du conteur, du griot, de celui qui transmet les vérités interdites. Les anciens disaient « Quand Anansi monte au ciel, c'est l'esprit de l'homme qui refuse de rester ignorant. » Pourtant, une voix s'éleva dans les profondeurs du monde. Une voix qu'Anansi entendit dans le vent comme un avertissement. « Anansi, la sagesse n'est pas un don, c'est un fardeau. Celui qui la porte attire la jalousie des dieux. » Mais il ne s'arrêta pas. Il savait que l'histoire d'un peuple vaut tous les risques du monde. Et au loin, dans les ombres mouvantes de la forêt, un sifflement retentit. Le premier des 3 défis venait d'apparaître. Le grand serpent Onini, dont la peau scintillait comme l'eau du ciel, ondulait dans la poussière rouge. Ses yeux luisaient d'un feu ancien. Anansi sourit. Le vent des savanes portait encore le serment d'Anansi. Il avait promis de ramener 3 êtres redoutables au dieu du ciel, Niamey, le python Onini, le léopard Osebo et les mystérieuses fées invisibles. Tous savaient que c'était une mission suicidaire. Mais Anansi n'était pas comme les autres créatures du monde. Là où les dieux voyaient la folie, lui voyait une opportunité d'enseigner aux hommes que la ruse pouvait triompher de la force. Et c'est ici que commence le véritable fil de la légende. Au cœur d'une forêt gorgée de brume, Anansi observa le serpent géant. Onini, le python sacré, dormait enroulé autour d'un arbre colossal. Sa peau, marbrée d'or et de vert, semblait vivante. Les oiseaux eux-mêmes se taisaient quand ils bougeaient. Mais Anansi avait déjà un plan. Car il savait que la ruse la plus efficace est celle qui fait croire à l'ennemi qu'il agit de son propre chef. Il rentra chez lui et dit à sa femme Azo, une femme aussi sage que belle, « Niamey m'a ordonné d'attraper Onini, le python. Mais comment capturer un serpent plus long qu'un arbre ?» Azo réfléchit longuement puis répondit, « Fais-lui douter de sa propre grandeur. Les puissants sont toujours prisonniers de leur orgueil. » Anansi hocha la tête. Le lendemain, il se rendit dans la clairière où Onini sommeillait et cria assez fort pour qu'il l'entende. « Ce n'est pas possible. Ma femme dit que tu n'es pas plus long que le tronc de cet arbre. » Le python ouvrit un œil, irrité. « Comment oses-tu me comparer à un arbre, petite araignée ?» Anansi, feignant la confusion, répondit « Oh, tu sais, moi je dis que tu es le plus long du monde. Mais elle prétend que je mens. Si seulement tu pouvais me prouver que j'ai raison. » Flatté et irrité, Onini accepta le défi. « Va chercher une corde, je vais te montrer ma taille réelle. » Anansi courut chercher une longue liane, qu'il déroula tout le long du serpent. Mais dès que le python fut allongé, Anansi s'écria «
Attends, tu bouges, ce n'est pas juste. Laisse-moi t'attacher pour que la mesure soit exacte. » Le serpent, sûr de lui, laissa faire. Et lentement, méthodiquement, Anansi noua la corde autour de son corps, le liant comme un paquet. Quand la dernière boucle fut serrée, il éclata de rire. « Voilà, maintenant, on verra qui est le plus long. » Et sans attendre, il prit Onini et le suspendit à une branche. Le python siffla, furieux. « Trompeur !» Mais Anansi répondit calmement. « Non, sage, et la sagesse vaut mieux que la force. » Et c'est ainsi qu'il attrapa le premier être du défi. La deuxième épreuve fut plus périlleuse. Osebo le léopard était une terreur. Ses griffes étaient des lames, son rugissement faisait trembler les collines. Mais Anansi savait que les bêtes les plus redoutables ont aussi des faiblesses simples, la faim, l'orgueil et la curiosité. Il creusa un grand trou au milieu d'un sentier qu'Osebo empruntait chaque matin pour aller chasser. Il le recouvrit de feuilles et de branches, puis se cacha derrière un rocher. Le lendemain, le sol trembla sous les pas du léopard. Osebo avançait avec assurance, l'air méprisant. Mais soudain, un craquement, un cri, et la bête tomba dans le piège. Le trou était si profond qu'il ne pouvait en sortir. Anansi s'approcha prudemment. « Osebo, quelle tragédie! Toi, le grand chasseur, pris au piège comme un rat. » Le léopard gronda. « Sors-moi de là, petite araignée, et je t'épargnerai. » Anansi réfléchit. Il fit semblant d'hésiter. « Je pourrais t'aider, mais il faut que je trouve un moyen de te tirer sans que tu me blesses. Attends ici. » Il rentra chez lui et fabriqua un piège en corde, une sorte de filet solide. Quand il revint, il dit « Passe ta patte avant dans cette corde, je vais te tirer. » Le léopard, impatient, obéit. Puis une deuxième patte, puis une troisième. Et quand il eut passé la quatrième, Anansi tira d'un coup sec. Le filet se referma sur lui. Osebo rugit, furieux, mais Anansi s'éloignait déjà, ricanant. « Tu voulais chasser, Osebo ? Te voilà capturé par ta propre impatience. » Ainsi tomba le deuxième des 3 défis de Niam. Mais la troisième épreuve était différente. Les fées invisibles, appelées Moatia dans les contes Akan, n'étaient pas des bêtes. Elles étaient des esprits malicieux, imprévisibles, qu'on ne pouvait ni voir ni attraper. Elles vivaient dans la brume des collines et adoraient la musique, la douceur et le miel. Cette fois, Anansi devait faire preuve de finesse extrême. Il demanda encore conseil à sa femme Asso, qui lui dit « Si tu veux attraper les invisibles, rends-toi visible à leurs désirs. » Alors Anansi fabriqua une statue de bois, qu'il enduisit de sève collante et recouvrit d'un tissu doré. Puis il posa devant elle une calebasse remplie de miel et une flûte qui jouait seule dans le vent. Enfin, il murmura une prière. « Ô esprit des Momoatia, venez goûter à la douceur du monde. » La brume se fit plus épaisse. Des voix rieuses s'élevèrent, et soudain, les fées invisibles apparurent, comme des éclats de lumière dans l'air. Elles tournoyèrent autour de la statue, fascinées. Quelle belle femme! Et quelle musique envoûtante! L'une d'elles s'approcha pour goûter le miel. Mais dès qu'elle toucha la statue, sa main resta collée. « Oh, libère-moi » cria-t-elle. Ses sœurs rirent et essayèrent de la tirer. Mais leurs bras collèrent à leur tour. Et en un instant, toutes furent prisonnières de la statue. Anansi surgit, sa toile à la main. « Mesdames les invisibles, le ciel vous réclame. » Et il les enferma dans un panier de soie. Ainsi, la troisième épreuve fut remportée. Chargé du python, du léopard et des fées, Anansi tissa un fil immense jusqu'au trône céleste. Quand il arriva devant Niamey, les dieux eux-mêmes restèrent sans voix. Jamais, dans toute la création, un être si petit n'avait accompli pareille mission. Niam se leva, ses yeux pleins d'étonnement. « Tu as réussi, Anansi. Tu as attrapé mes créatures. Toi seul as su tromper la peur, la force et l'invisible. » Alors, le dieu du ciel prit une grande jarre d'or et la remit à l'araignée. « Voici les histoires du monde. Désormais, elles t'appartiendront.
et tu en feras ce que tu veux. » Les tambours du ciel résonnèrent, les vents se levèrent. Anansi venait d'obtenir ce que personne n'avait jamais osé réclamer, le pouvoir des récits, la sagesse des dieux. Mais la légende dit qu'il n'en fit pas d'abord bon usage. Dans les traditions orales, cette partie du mythe est essentielle. Elle enseigne que la ruse est une forme de sagesse, mais qu'elle devient dangereuse quand elle s'éloigne de la compassion. Anansi, en gagnant la connaissance, porta en lui la tentation de la domination, garder les histoires pour lui seul. Dans les symboles africains, la toile d'Anansi représente le réseau de la création, où tout est lié. Les dieux, les hommes, les animaux. Mais plus encore, elle symbolise le devoir de partage. Un fil rompu, et toute la toile s'effondre. Quand un homme détient tout le savoir, il ne lui reste plus rien à apprendre. Et c'est alors qu'il commence à s'éteindre. Le vent des hauteurs du ciel soufflait encore dans les oreilles d'Anansi quand il redescendit sur terre. Entre ses pattes fines, il tenait la jarre de la connaissance, un vase d'or scellé par la main de Niam, dieu du ciel. Dans ce vase se trouvaient tous les contes, toutes les vérités, tous les secrets de l'univers, la naissance du feu, le langage des étoiles, les noms des plantes, la guérison des âmes, le pouvoir de la parole. Tout ce qui faisait des dieux ce qu'ils étaient. Les nuages eux-mêmes s'inclinaient sur son passage. Anansi, le petit dieu araignée, venait d'accomplir l'impossible. Les esprits, les animaux, les hommes, tous allèrent bientôt connaître la sagesse. Mais au fond de lui, une autre voix murmurait « Si tu donnes tout, tu ne seras plus rien. » Et ce fut là le début de sa chute. Les jours suivants, Anansi garda la jarre cachée dans sa demeure, loin des regards. Chaque nuit, il soulevait légèrement le couvercle et écoutait les voix qui s'en échappaient. Les récits des anciens dieux, les chants de la création, les lois du ciel et de la terre. Les mots flottaient dans l'air comme de minuscules étincelles. Chaque parole qu'il entendait le rendait plus sage, mais aussi plus seul. Il apprit des choses qu'aucun être vivant n'aurait dû connaître. Il vit, à travers les mots, les premières ombres de la création. Il entendit les vérités sur la mort, sur la lumière, sur la destinée. Et peu à peu, il se mit à croire qu'il était devenu l'égal des dieux. Un soir, sa femme Asso entra discrètement et lui dit « Anansi, les hommes attendent. Tu as promis de leur donner les histoires. » Mais il détourna les yeux. « Non, pas encore. Ils ne sont pas prêts. » Asso soupira. « Ou peut-être est-ce toi qui n'es pas prêt à partager. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, comme une toile invisible. Chaque jour, Anansi cachait la jarre plus haut dans les arbres. Il ne voulait pas qu'on la lui prenne, pas même les oiseaux. Il la portait serrée contre son ventre, obsédé à l'idée que quelqu'un découvre son contenu. Et plus il la serrait, plus la jarre devenait lourde. Non pas de matière, mais de savoir non partagé. Les anciens disent que le savoir, quand il n'est pas transmis, devient un fardeau. Anansi, lui, commençait à s'épuiser. Son regard s'assombrissait, ses fils de soie se brisaient plus vite. Il était devenu gardien de quelque chose de trop vaste pour lui. Un matin, il décida de cacher la jarre tout en haut du plus grand arbre du monde, un kapok géant dont la cime perçait les nuages. S'il parvenait à la suspendre au sommet, personne ne pourrait jamais la lui voler. Il s'attacha la jarre contre son ventre et commença à grimper. Mais la jarre cognait sans cesse contre son torse, gênant ses mouvements. Il glissait, tombait, recommençait. Et tout en bas, son jeune fils Ntikuma, le plus curieux des esprits du monde, l'observait en silence. « Père !» cria Ntikuma. « Pourquoi portes-tu la jarre devant toi? Mets-la derrière ton dos, ce sera plus facile. » Anansi s'arrêta net. Il réalisa que son fils, sans connaître les secrets du ciel, venait de trouver une solution que lui, le détenteur de toute la sagesse, n'avait pas vue. Il sentit alors un rire éclater dans sa poitrine, un rire amer et libérateur. « Quelle ironie !» dit-il. « Moi qui croyais posséder toute la connaissance, je suis moins sage qu'un enfant. » Pris de colère contre lui-même, Anansi saisit la jarre et la lança du haut de l'arbre. Elle se brisa sur le sol en 1000 éclats. Et aussitôt, la sagesse se répandit dans le monde.
les vents emportèrent les histoires vers les montagnes, les rivières, les forêts. Les oiseaux s'envolèrent avec les chants. Les poissons emportèrent les secrets des profondeurs. Les hommes apprirent les mythes et les proverbes. Chaque fragment de la jarre devint un morceau de connaissance, une vérité pour chaque peuple. C'est ainsi que les contes naquirent. C'est ainsi que les humains commencèrent à raconter, à transmettre, à rêver. Mais au milieu de cette explosion de savoir, Anansi resta seul. Il regarda le sol où reposaient les morceaux d'or et murmura « J'ai perdu le trésor. Mais peut-être l'ai-je offert à ceux qui en avaient besoin. » Les anciens Akan disent que cette scène est l'un des symboles les plus profonds de la sagesse africaine, car elle enseigne que le savoir ne doit jamais être enfermé. La connaissance, comme le feu, ne brille que lorsqu'elle se propage. Et celui qui cherche à la posséder pour lui seul finit par s'y brûler. Dans les écoles traditionnelles du Ghana, on enseigne encore aux enfants ce proverbe. Anansi brisa la jarre, et le monde apprit à penser. L'histoire devint un chant, transmis de génération en génération. Les conteurs disaient « Chaque mot que nous prononçons est un éclat du vase d'Anansi. Chaque idée que nous partageons est une graine du ciel tombée sur la terre. » Mais la légende ne s'arrête pas là. Car du haut du ciel, Niamey observait tout. Quand il vit Anansi briser la jarre, il sourit. Un sourire à la fois triste et bienveillant. Il descendit sur terre, dans une lumière bleutée, et trouva l'araignée au milieu des débris. « Tu as échoué, Anansi. Mais en échouant, tu as accompli ma volonté. »« Comment cela ?» demanda Anansi, surpris. « Tu croyais pouvoir enfermer la sagesse, mais la vraie sagesse ne se laisse jamais capturer. Elle doit vivre, respirer, se multiplier. » Anansi baissa la tête. « Alors, tu savais que je briserais la jarre ?» Niam hocha lentement la tête. « Oui. Et c'est pour cela que je t'ai choisi. Car seul celui qui désire tout connaître apprend un jour à partager. » Puis Niam posa une main sur la tête de l'araignée et déclara « Dorénavant, toi et ta descendance serez les gardiens des histoires. Vous marcherez entre les mondes, entre les mots et les hommes. Tant qu'il y aura une araignée pour tisser, il y aura une histoire pour se souvenir. » Et il disparut dans un souffle d'étoiles. Le mythe de la jarre de la connaissance est plus qu'un conte. C'est une philosophie de l'équilibre entre la curiosité et l'humilité. Anansi, dans sa chute, nous apprend que la quête du savoir absolu mène à l'orgueil, mais que sa diffusion mène à la lumière. C'est aussi une réflexion universelle sur le rôle du conteur. Car depuis Anansi, le conte n'est plus une simple histoire. C'est une transmission du divin. Un rappel que les mots façonnent la réalité. Chaque proverbe africain, chaque fable, chaque légende porte encore la trace du fil d'Anansi. Un soir, alors qu'il observait les étoiles, Anansi dit à son fils Ntikuma « Ce que j'ai appris aujourd'hui, retiens-le toujours. La sagesse n'est pas de tout savoir, mais de savoir quoi partager. Et chaque fois que tu raconteras une histoire, souviens-toi, tu répètes le geste qui a fait naître le monde. » Et Ntikuma répondit « Alors je raconterai, père, pour que jamais la sagesse ne retombe en poussière. » Anansi sourit. Son rire se confondit avec le bruit du vent dans les arbres. Et quelque part, dans le silence des cieux, Niamey lui-même l'écoutait. Ceux qui contrôlent les histoires contrôlent le monde. Proverbe Ashanti. Le monde avait changé, et la voix d'Anansi résonnait désormais dans les foyers des hommes, dans les rires des enfants et dans la sagesse des anciens. Le petit dieu araignée, autrefois méprisé, était devenu un mythe universel, un symbole de liberté, de ruse et d'esprit indomptable. Mais son histoire, loin de s'achever, ne faisait que se transformer et se propager à travers les âges. Anansi avait accompli ce que même les dieux du ciel n'avaient pas osé faire. Il avait offert la sagesse au monde des mortels. Mais cette victoire avait un prix. Car dans les hauteurs, Niamey, le dieu du ciel, observait. Il savait que la sagesse, une fois libérée, ne pouvait jamais être reprise. Elle se diffuserait, se transformerait, engendrant autant de vérité que de mensonges, autant de lumière que d'ombre.
Niam convoqua les esprits du vent et des saisons. L'araignée a brisé le vase, et le savoir se répand parmi les hommes. Ils connaîtront désormais la joie et la douleur de comprendre. Le vent répondit, « Ce qu'il a fait est irréversible, Seigneur. Mais peut-être était-ce nécessaire. » Et ainsi, les dieux se turent. Ils laissèrent Anansi marcher entre les mondes, ni puni ni béni, mais gardien du fil fragile qui relie les cieux à la terre. Des siècles passèrent. Dans les forêts du Ghana, sous les huttes éclairées par le feu, les conteurs Ashanti continuaient de prononcer son nom. Kweku Anansi, le rusé, celui qui berna les puissants et donna la parole aux faibles. Mais les histoires d'Anansi ne restèrent pas confinées à l'Afrique de l'Ouest. Avec la traite transatlantique, elles voyagèrent à travers les océans, emportées dans le cœur des esclaves déportés. Là, dans les champs de canne à sucre des Caraïbes, dans les plantations du sud des États-Unis, Anansi changea de forme. On l'appela Ant-Nancy ou Anansi, mais toujours, il restait le même, celui qui trompe les puissants pour survivre. Les esclaves voyaient en lui un symbole d'espoir et de résistance, celui qui, malgré sa petitesse, trouvait toujours une échappatoire à l'oppression. Dans les chants créoles et jamaïcains, Anansi n'était plus seulement un conte, il devenait le miroir de la survie, le code caché d'une liberté encore interdite. Avec le temps, les récits d'Anansi se sont métamorphosés. Dans les Caraïbes, il devint parfois un trickster, un esprit malin jouant des tours pour révéler les failles de l'ordre établi. Dans les Amériques, il fut réinventé sous la forme du Brer Rabbit dans les contes afro-américains, ou encore du compère lapin dans les Antilles françaises. Mais toujours, son essence restait la même. Le faible peut vaincre le fort si son esprit est éveillé. Et derrière la malice, un message spirituel demeurait. Chaque toile qu'Anansi tisse représente le réseau invisible de la connaissance, le lien entre tous les êtres. La sagesse qu'il avait libérée n'était pas faite pour être possédée, mais partagée, exactement comme les fils d'une toile s'étendent sans jamais se rompre. Les griots africains racontaient qu'à chaque fois qu'une araignée file sa toile à l'aube, Anansi murmure les secrets du monde à ceux qui savent écouter. Et que lorsqu'on détruit une toile, elle se reforme toujours. Symbole que la connaissance ne meurt jamais. Mais Anansi n'échappa pas à l'épreuve ultime, le regard des hommes. Car au fil des générations, certains commencèrent à le craindre. Il représentait trop bien les contradictions humaines. La ruse, l'égoïsme, la soif de savoir, la désobéissance. Les prêtres dirent « Anansi a volé la sagesse, il a brisé l'ordre divin. » Les poètes répondirent « Non, il nous a donné ce que les dieux refusaient. » Et ainsi, Anansi devint à la fois héros et fauteur de troubles, un symbole dual de l'intelligence humaine, celle qui construit et celle qui défie. Mais dans le secret des nuits africaines, certains initiés racontent encore qu'Anansi n'a jamais quitté le monde. Il erre sur les fils de lumière entre les étoiles, observant les hommes tisser leurs propres toiles, leurs réseaux, leurs mots, leurs histoires. Et chaque fois que quelqu'un partage une idée, un conte, une vérité, Anansi sourit dans l'ombre, satisfait de voir que son œuvre continue. Aujourd'hui, les chercheurs, les écrivains et les conteurs du monde entier redécouvrent Anansi. Dans la littérature contemporaine, il réapparaît dans les œuvres de Neil Gaiman, American Gods, dans les récits jamaïcains de Louise Bennett, ou encore dans les analyses mythologiques de Henry Louis Gates Jr. Les anthropologues y voient une figure de résistance intellectuelle, un archétype du héros qui défie l'ordre divin pour libérer la pensée. Mais au-delà des livres, Anansi reste vivant dans la parole. Chaque fois qu'une mère raconte une histoire à son enfant, chaque fois qu'un griot frappe son tambour pour ouvrir un conte, le souffle d'Anansi traverse le temps. Il est là, dans les symboles du numérique. Dans les fils d'Internet, certains voient un écho moderne de sa toile. Les connexions, les réseaux, la diffusion du savoir. Tout cela n'est-il pas une extension de son œuvre? L'humanité tisse la toile d'Anansi, sans même le savoir. Un soir, au cœur d'un village du Ghana, un vieil homme alluma un feu. Autour de lui, des enfants s'installèrent, impatients. Le vieillard sourit, leva la main et dit « Ce soir,
je vais vous raconter comment l'araignée a trompé les dieux. » Et au moment où il prononça le nom d'Anansi, une minuscule araignée descendit du plafond, se posa sur sa main et sembla l'écouter. Le vieil homme rit doucement. « Ah, te voilà, vieil ami. Toi qui nous rappelles que même les plus petits peuvent défier le ciel. » Et pendant que sa voix s'élevait dans la nuit, les étoiles au-dessus semblèrent s'aligner en une forme étrange, une toile. Peut-être était-ce un signe. Peut-être que quelque part, Anansi, le tisseur des mondes, continuait son œuvre invisible, liant à jamais les dieux et les hommes par les fils de la parole. Gates Jr., Henry Lewis, The Signifying Monkey, A Theory of African American Literary Criticism. Oxford University Press, 1988. Corlander, Harold, A Treasury of African Folklore, Marlowe and Company, 1996. Dundes, Alan, The Trickster, A Study in American Indian Mythology, University of California Press, 1988. Encyclopedia Britannica, entry Anansi, Wikipedia, Anansi, Mythology. Bennett, Louise, Jamaica Labrish, Sangster's Bookstores, 1966. Ce n'est pas la force qui éclaire le monde, mais la ruse bienveillante et la parole partagée. Voilà, l'histoire du dieu araignée touche à sa fin. Et pourtant, quelque part, on le sent. Anansi n'a jamais vraiment quitté sa toile. Il est là, dans chaque esprit curieux, dans chaque conte transmis au coin du feu, dans chaque personne qui cherche à comprendre le monde plutôt qu'à le dominer. Il nous rappelle que la sagesse n'est pas un privilège divin, mais une lumière que chacun peut porter. Que même les plus petits, ceux qu'on oublie, ceux qu'on sous-estime, peuvent accomplir des choses que les dieux eux-mêmes n'oseraient tenter. Anansi, dans sa malice, nous enseigne la patience, la ruse, et surtout, l'importance de partager le savoir plutôt que de le garder pour soi. Et si cette légende a traversé les océans, les chaînes, les générations, c'est parce qu'elle parle d'une vérité universelle, celle de l'esprit humain, indomptable et libre. Alors, si cette histoire vous a touché, si elle a éveillé en vous quelque chose, une idée, un sourire, une flamme, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour continuer ensemble à explorer ces récits oubliés, ces vérités cachées, ces mythes qui façonnent encore nos âmes aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, merci de soutenir cette aventure et surtout, merci d'aimer les histoires, car tant qu'il y aura quelqu'un pour écouter, Anansi continuera de tisser sa toile à travers le temps.